Ensuite, c'est sûr qu'il faut un cadre juridique qui soit solide, puisque l'investisseur, sa première question, c'est de se demander si, une fois qu'il aura investi, est-ce qu'il pourra retirer son argent. Le but étant pas forcément de rester pour l'éternité dans un pays. Donc le cadre juridique est très important, de savoir que la propriété est respectée et qu'une fois qu'on aura gagné de l'argent, parce que l'objectif de l'investissement est bel et bien de gagner de l'argent, c'est de pouvoir le récupérer. Donc ce message-là doit être très clair et c'est sûr que la moindre erreur de communication dans ce domaine-là, les capitaux, les investisseurs repartent dans leur pays d'origine. Et puis le troisième point, c'est évidemment avoir une idée des plans d'investissement, de développement, dans quelle direction va aller un pays dans les prochaines années. Est-ce que ce sera dans de l'infrastructure, dans du commerce, dans des échanges? Enfin, l'investisseur a besoin de comprendre un petit peu la stratégie du pays pour positionner ses investissements. Mais je rappelle la chose qui est quand même importante, c'est que quand on investit, c'est qu'on veut gagner de l'argent. Donc, pour attirer les capitaux, il faut respecter ce principe, évidemment, et respecter que d'autres personnes gagnent de l'argent et que ça profite finalement à l'investisseur et au pays qui reçoit cet argent. Et puis je terminerai par un dernier point. En fait, c'est vrai, il faut en fait gagner la confiance. C'est un mot très important et on le voit encore aujourd'hui en Europe. Ce qui ne marche plus en Europe, c'est que les gouvernements n'arrivent plus à donner une confiance à leurs citoyens ou à leurs créanciers. Et on voit tout de suite que quand la confiance s'en va, la créance s'en va également en même temps. Donc la confiance est vraiment le moteur le plus important. One question before I move on to you, Michel. Sorry about that. You learn rapidly. You look like a mark, I guess. Based on your experience covering the Asian markets and watching them move from a crisis mode to, a thriving mode, and watching, of course, understanding Europe very, very well, and watching what's happening unfold in the Middle East, how much time would you give it based on all the knowledge that you have and the experience? How much time do you think? I mean, Jan spoke very eloquently of process. I mean, this is a process. It will take time. But how much time are we talking about? On parle ici en années, évidemment, et pas en mois. Et je pense que il y a des pays où ça peut aller très très vite. C'est vrai qu'en Asie, on a des exemples où les investissements sont arrivés très très rapidement parce que les choses ont été faites de manière bien coordonnée et que tout était bien organisé. Mais je pense que avant quelques années, ce sera difficile de voir arriver massivement des capitaux privés. Mais d'où l'importance d'avoir un encadrement de banques régionales, d'institutions multilatérales qui établissent les bornes du terrain, qui cadrent les choses avec les gouvernements en place pour attirer le plus rapidement possible ces capitaux. Mais ça prend du temps. Mais une fois que les choses sont en place, alors là, ça va très très vite, c'est les capitaux. C'est un autre point que j'aimerais souligner aussi. Aujourd'hui, on a des crises un peu partout dans le monde, c'est vrai. Mais on n'est pas en crise de manque d'argent. Il y a de l'argent, mais vraiment en quantité importante dans le monde. Aujourd'hui, le problème n'est pas un manque d'argent, c'est un manque d'utilisation de cet argent. L'argent reste un peu déposé à des endroits et ne sert pas à grand-chose. Donc cet argent-là est disponible. Il faut convaincre les gens qui ont de l'argent pour venir investir. C'est primordial. On this note, I want to turn to you, Nono. And of course, we're talking about money. The money is there. It's you said it so right. It's the management of this money, and of course, the U.S. is a big offender. My country, big offender in that respect. But of course, now the whole world is going through this economic crisis, and everyone is trying to figure out the best way out of it. And as Michel spoke, he spoke of transparency as key to starting to get there, to start the process. So I want you, I know that you want to talk about the initiative. I'm going to give you the podium for that in a second, but I want you to address this from your experience. You've covered Africa. We're talking about North Africa here. We're talking about the rest of the Middle East, the Arab world. How difficult is it? I mean, where the money is and how it's managed is a problem. It's in the hands of a few, again, not available to all. And that's why we had all those revolutions. That's why we had all the changes in the Middle East. And the second thing is transparency. Is the Middle East and North Africa, is the MENA region ready for transparency as the first pillar of moving forward? Bien, merci beaucoup.
Je tenais, avant de commencer, avant de répondre, à présenter de vifs remerciements du groupe de la Banque africaine de développement à l'Institut Amadeus, qui a tenu à nous associer à cet important événement d'échange d'expériences, mais également pour partager et voir comment aller de l'avant en partant de la situation actuelle qu'on est en train de vivre dans la région. Certains l'appellent, comme vous l'avez dit, une révolution, mais je dis c'est une interpellation pour la région de l'Afrique du Nord, mais je pense pour l'ensemble du continent africain. C'est ainsi que nous le percevons, suite au fait que les problèmes qui ont amené à ce que les peuples qu'on croyait, je dirais, dominés, puissent réagir. Personne n'a vu venir cette révolution, ce printemps arabe. Aujourd'hui, il y a des grands besoins. Les grands besoins se manifestent surtout suite au fait qu'il y a des besoins sociaux énormes qui ont été exprimés. Avant d'aller voir, je dirais, problèmes de transparence, d'accountability, d'appropriation, tout ça, mais il faut voir d'abord quels sont les besoins, qu'est-ce qui a conduit à la situation actuelle et comment y répondre. Ce qu'il y a, c'est que les pays de l'Afrique du Nord, je dirais de façon générale dans le passé, étaient pris comme exemple. Ensuite, au fait qu'on utilisait principalement, je dirais, la croissance économique comme indicateur principal de développement. Pratiquement tous les pays de la région sont considérés du côté de la banque comme pays à revenu intermédiaire. Donc, c'était des pays en voie de développement, de niveau relativement avancé. Mais qu'est-ce qui a mené à la révolution? C'est suite au fait que malgré la croissance économique qu'on a enregistrée dans les pays, relativement bonne, cette croissance n'a pas répondu aux besoins d'une grande partie de la population. Il y subsiste encore de problèmes. On veut y attirer des investissements du secteur privé. C'est ce que nous allons pousser, puisqu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits par le secteur public. Mais ce qu'il y a pour répondre aux problèmes qui se sont posés, il y a une nécessité d'un accroissement sensible également des investissements du secteur privé. Cela requiert de la confiance, tel que l'a demandé. Cela requiert qu'il y ait des institutions stables, qu'il y ait des règles, des lois stables, qui puissent rassurer les investisseurs. Nous y travaillerons ensemble avec le pays, puisque cela rentre dans le cadre de la gouvernance. Gouvernance politique d'abord, suite au fait qu'il faut des lois, des règles qui sont valables pour tout le monde. Il faut qu'il n'y ait personne qui soit au-dessus de loi. Il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne, de façon à ce que tout investisseur qui viendra dans le pays puisse être rassuré. Le problème de transparence vaut pour les gouvernants, mais pour l'ensemble de la population aussi, qui devra abandonner certaines anciennes habitudes acquises, tant au niveau des opérateurs économiques, au niveau de la population, au niveau de l'administration. Pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'on ait une administration efficace. Nous y travaillons déjà dans certains pays, notamment dans le cas du Maroc, où nous appuyons le gouvernement dans la réforme de l'administration publique. On fera le point avec le gouvernement à venir de façon à voir quels sont les résultats atteints avec les réformes qui ont été menées jusqu'à présent. Ensuite, au niveau de différents pays, le cas du Maroc que je connais le mieux, le cas de la Tunisie également, il y a une certaine appropriation du développement qui doit être étendue suite au fait que le développement, pour le moment, malheureusement, l'un des grands problèmes est inégalement réparti au niveau de ces pays. Le développement est concentré juste dans certaines régions, alors qu'il y a des régions qui sont encore très loin derrière. Il y a des efforts au niveau de la reconception du développement de façon à ce qu'il y ait une répartition plus équitable de ces développements qui devra se faire de façon transparente, équitable, appropriée, de façon à ce qu'on ait des nouvelles bases, je dirais, de développement plus inclusifs et surtout créatrices d'emplois.
puisque l'un des grands problèmes auxquels on est confronté, c'est le fait qu'on y enregistre une croissance, mais le problème de l'emploi, que dans le passé, on essayait de minimiser ou même de cacher, puisque les données sur lesquelles nous faisions nos analyses n'étaient pas toujours réelles. Nous nous en rendons compte aujourd'hui. Nous y veillerons ensemble, puisque ça fait partie de la transparence des données. Les données qui sont mises à disposition, puisque pour concevoir le futur, on doit partir du présent et du passé, mais on doit partir sur base des données fiables. C'est ce qui permettra de corriger et de définir des programmes pour le futur, qui serviront vraiment et qui pourront permettre à ce qu'on atteigne les résultats escomptés, ceci dans les différentes régions du pays. Thank you so much. I want to pick up on that. You know, job creation is very, very important, obviously. We're talking about some very, very important issues here that, let's face it, the Middle East was shocked by the change. This change was not, didn't go through a process. The process that we're saying is very, very important. As I started this panel last year, we wouldn't have dreamed of a Middle East that we have today, and who knows what next year is going to bring. So my question to the panel, and I want to really remind you that you can ask questions too. So if you have a question, Soraya, we have a question here if you want to prepare a microphone, and here. 1, 2, 3, so 4. I'm going to go to these 4 and 5. If you keep the questions short, please, I'll go to you in a second. I'm going to go to these 5, and then I'll move that way, okay? But my question, I'm going to start the panel with a question, and I'll go to you guys. So let's keep the answers short. So the process was cut short because we were all surprised. We're talking about job creation. We're talking about equality for all. We're talking about transparency. We have none of that because we didn't prepare for this. We were not ready. Let's start here, okay? Thank you. So my question to you is, of course, right now, those revolutions and the change is different from one country to another. And we have countries that are providing change, such as Morocco and even Jordan to a certain extent. They're trying to bring change, but yet many people, many observers like myself will look at it and say that's not enough. That's just basically remedying the situation. That's not gonna resolve the issues as they need to be resolved. So what I want from maybe you, Jan, maybe you can take this question and then we turn to the audience. But how do you advise these other countries, not the countries that went through transition already and they're trying to figure out how, because they're still reactive to what they've experienced. How do you advise the countries that are going through change or that are threatened by the possibility of the same thing happening to them? How do you tell them to start that process instead of waiting for revolutions or uprisings or violence or whatever, and then start reacting to it? And try to keep the answer short so we can get the questions of the audience, please. Thank you. Two things which I would like to go back what you said before, which were very interesting and which I put down here on the paper. The first was you mentioned not only, it's not a song about a story about money, but about management of money. And this is the difference. The pumping of money somewhere without having any notion how to proceed, that calls for excellent and very good and meaningful cooperation between international financial institutions, between us and European Investment Bank, with World Bank, with ADB, and we are doing our best to improve the cooperation because otherwise it's messy, and that's the wasting of time and wasting of money. That's the first thing. And the second word you used, we were surprised that the problem is that we have billions of information. We have Twitter, we have Facebook, we are logged on internet. We are very powerful as concerns the past, assessment of the past, analysis. Looking back, perfect. But what's the problem? We have very weak ability to predict anything. Arab Spring, if somebody was asked 1 year ago that it would happen, shrugging.
the fall of communism, fall of Berlin Wall, 2 years before or 1 year before, who would say it? Nothing. So predictability is very weak. That's the very weak link in our decision making and in our history. Too many black swan effects. So what to do and what to advise, that's very difficult to lecture anyone anyway. So the fate and the destiny of the countries is in their hands, their nation, their people, their establishment, their governments, their political system. But how to help and how to organize it. What we are bringing from my organization is and what we have exercised in our current countries of operation. The key word is private sector, small and medium enterprises. What is leading to enhancing the situation at the labor market? That's the common denominator. The headache of this region, of all countries, is the labor market, situation in the labor market, unemployment of youngsters, young people, new generation anyway, and there could be said the pillars and bears of the changes anyway. So this is something which is not only the story about economy, but also that's the story with very strong social impact. So that's we would like to start. That's not only about pumping and investing and lending the money. The same importance has the transfer of know-how, how to improve the legal system, how to improve the economic legislation, taxation system, customs system, labor market legislation, and so on and so forth. So that's our classical approach, to be divided between classical banking and what we call the technical cooperation and policy dialogue, which is important that any intervention of any international organization has to be based on the very strong dialogue between the organization and the country, and not only with the government, with NGOs, with civil society organizations, with universities, think tanks, and with business in the country. Then you can get you can compose the puzzles, you can have a good picture, and you can set up a good program for assisting the changes. But the changes and the reform themselves are in hands of the countries themselves. That it couldn't be done for everybody anyway. We are not bringing in the pocket some political changes and something like this. We can be helpful, very helpful, if we're organized together. And we're but no miracles anyway. Right. That's not the case. Absolutely, and we're going to get to that in a second when we talk about initiatives, when we talk about the difference between loans, between initiatives, between investment, private investment, public investment, and all that. Of course, they all mean different things to different people, and the Middle East needs them all. But these are some tough challenges that you all are speaking of, and you know, it's important to talk about them, at least admit that those challenges are ahead. It's not going to be all rosy and all wonderful and things are going to change overnight. What I'm going to do, I'm going to have all 5 of you ask you questions, and then we'll take turns, the panelists will take turns answering them. So we're going to go, Soraya, we're going to go over the questions, all of them at once, okay? Yeah, you go ahead. Good afternoon, everyone. I am a student in the 4th year in Iskaya Business School in Casablanca. And I would like to thank you all for coming here and giving us the opportunity to understand well what is really happening. My question is going to start from what Mr. Fischer and Mr. Juvet said. Mr. Fischer talked about how governments are willing to learn how to develop themselves without having money just for the money. And Mr. Juvet talked about how governments are communicating and talking about what is really happening in there. But how can we talk about what comes next when we don't know what happened for sure in countries of the Middle East? Because we have media, we have a lot of media, but they give different versions. Are governments interfering in diffusing the truth,
or the truth is really said, or is it media choosing the information to give? Because we really don't know. And it's really important to know the truth if you want to learn how to deal with these countries and develop them well. Perfect. Thank you very much. We go to you real quick. And please raise your hand so Soraya can see you, and no, the lady right there. Oh, thank you. And raise your hand now so she can see you, okay? Merci. Zineb El Adawi, président de la Cour régionale des comptes de Rabat, membre de la commission consultative de la régionalisation avancée et membre du Conseil national des droits de l'homme. Moi, je pars d'un constat majeur. Beaucoup de stratégies d'aide au développement dans les pays méditerranéens depuis l'indépendance de ces pays. Mais l'impact n'est pas palpable comme il faut. Pourquoi ? Et à l'intérieur même de ces pays, des déficits sociaux persistent. Et on atteste le niveau, ou plutôt le classement, dans le développement humain. Le Maroc, il est classé 130e. Donc il y a un problème. Le problème, ce n'est pas un problème de financement, il est plutôt un problème de gouvernance. Gouvernance en amont. On ne détermine pas et fixe pas les priorités et les besoins du citoyen. Le citoyen ne ressent pas l'impact de ces stratégies de développement comme il faut. Donc, il y a une problématique en avant, c'est la délimitation des besoins. Parfois, ces aides sont données rien que en contrepartie de préoccupations et d'intérêts politiques. Donc, elles ne ciblent pas une action, une stratégie de développement donnée. Et à l'intérieur de ces pays, la gestion de l'aide, elle est un peu floue. Dans l'absence de la transparence, dans l'absence de l'accountability, rendre compte, et dans l'absence de sanctions. Toute stratégie de financement doit prendre en considération majeure le citoyen et rien que le citoyen. Merci. Thank you so much. Excellent point. Yes. Thank you very much. Mine will be, my name is Mwagi Kemenyi from the Brookings Institution at Washington. Now, I find the responses to the Arab Spring a bit unsatisfactory. One, I am a member of the Human Development Report, and 2 years back, we called the main message from the Human Development Report was what we called the North Africa miracle, which was that it is the North African countries that had made the most progress in terms of human development. Now, when we hear about investment, if you look at, for example, Tunisia and Egypt, they receive most of the FDI, more than any other African country. So isn't it probably a development model that we should be talking about? Not necessarily whether there's development. Is it really a model of development that we are missing that we should be talking about, more than just investment and so on? Thank you very much. The lady right here. Yeah, if you pass the microphone, and then the gentleman, and then we'll go to the answers. Yes. Bonjour, je m'appelle Farah Hashbab, je suis étudiante en première année ISCAE, Casablanca. Nous sommes des pays qui vivent considérablement avec des aides au développement. En vain, et malheureusement, nous vivons et nous souffrons d'une hémorragie financière qu'on doit absolument guérir en s'appuyant essentiellement sur la bonne gouvernance. Alors là, ma question, c'est votre problématique. Co-développement en Méditerranée. Quelle stratégie de gouvernance, de gestion, de gérance et de responsabilisation pour réussir et concrétiser la transition, sachant que le printemps arabe n'a pas encore donné ses fruits, mis à part la défaite de certains présidents déchus. Merci. Thank you very much, the gentleman right there. I will go to you. Okay, fine. We'll take your question. You want to move closer to us? Okay. Yes. Je m'appelle Jawad Kardoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et ma question s'adresse à M. Fischer qui a fait les différences et les similitudes
entre la libération des pays est-européens et le printemps arabe. Alors, parmi les différences, et personnellement je le regrette beaucoup, lorsque les pays est-européens se sont libérés du joug soviétique, il y a eu immédiatement la BERD, c'est-à-dire la Banque européenne de développement, qui a fait un excellent travail. Moi, j'ai suivi tout le travail qui a été fait par la BERD et effectivement, elle a beaucoup aidé les pays de l'Est européen et je suis heureux pour eux. Pourquoi pour la Méditerranée, et nous l'avons demandé, nous, au Maroc, il y a très longtemps, pourquoi il n'y a pas eu une banque euro-méditerranéenne qui aurait fait le même travail qui a été fait donc pour les pays est-européens. Pourquoi? Parce que non seulement elle aurait apporté le financement, mais elle aurait aussi apporté les études régionales, parce qu'il y a eu très peu d'études régionales. Et donc, je pose la question à M. Fischer, pourquoi cela n'a pas été fait? Merci. Okay. For the others, I am going to go back to you. What I'm going to ask you, if you can, all those who have questions, if you can come to the front and sit by Soraya so she knows that you want to ask questions. It's much easier and we'll save time. Last question for this round. Everybody who has questions, come and sit in the front, please. Help us out. Yes. Yes, your question. Ok, moi, je suis Mourad Elajousi, je suis avocat stagiaire. Donc ma question est très courte. Je crois que soutenir le financement de la transition passe déjà par la protection ou par protéger l'argent des peuples du printemps arabe. Parce que personne vraiment ne connaît